je rappelle, cette hypothèse évoquée par des hauts responsables américains qui disent donc vouloir fournir des garanties aux Européens s'ils déploient des troupes sur le sol ukrainien. De quelle garantie parle-t-on exactement en général? Parce que là, on a du mal à y voir clair. Les Américains ont dit très clairement, on n'ira pas, on ne mettra pas de troupes sur le sol ukrainien. Du coup, en quoi consistera cette aide? Je pense que la première chose, ça sera le renseignement. D'accord. C'est-à-dire conserver la couverture de renseignement si on ne met pas de troupes au sol. Et puis ensuite... Ça veut dire que le renseignement américain est toujours supérieur au nôtre? Oui, bien sûr. C'est-à-dire ne rien changer à la couverture de renseignement américain. Mais attendez, je vais poser la question au général Richoux. Le renseignement américain, général Richoux, est-il supérieur au nôtre, le renseignement français? Il est beaucoup plus pléthorique. Bon. Ils sont capables d'avoir une couverture, par exemple, satellitaire, absolument 24 heures sur 24. Donc il est supérieur au nôtre. Il est supérieur, pas qualitativement, mais quantitativement. Je vous taquine. Et donc, voilà, non, mais bien sûr. Et donc, mais non, mais irremplaçable à court terme. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, voilà. La deuxième chose qui pourrait, à mon avis, avoir lieu, s'ils ne mettent pas les boots, comment ça s'appelle? Boots on the ground. Boots on the ground, comme on dit. Les troupes au sol, c'est de conserver à l'Ukraine ses capacités d'approvisionnement stratégique. C'est-à-dire lui permettre de conserver une armée correcte. Parce que je rappelle que dans les exigences russes, il y avait quand même d'en faire une armée croupion, là, genre traité de Versailles à 100 000 hommes, ou bien l'armée d'armistice à 100 000 hommes, et avec une armée réduite, une neutralité, etc. Voilà, ça c'est des choses qui pourraient être faites. Et puis, nous assurer quand même le projet franco-britannique, enfin européen, d'une manière globale, eh bien s'inscrire dans cette logique-là en disant oui, go, nous soutenons cette initiative, parce que jusqu'à présent ça n'a pas été dit. Mais ça, ce sont des conjectures parce que les Américains ne sont pas du tout entrés dans le détail. Ce sont des conjectures telles que je peux les formuler ce soir, parce que voilà. Mais aujourd'hui, on n'a absolument rien qui garantissent que les Américains seront présents pour soutenir les Ukrainiens dans le cadre d'un cessez-le-feu. Samantha, justement, est-ce qu'on a des chances de voir en effet un tel projet aboutir et voir les Américains s'investir un peu plus qu'ils ne l'avaient annoncé dans ce fameux projet de réassurance en Ukraine? Est-ce que c'est plausible? Bien sûr que c'est plausible, tout est possible, et c'est ça la magie de Trump, vous allez dire? La magie, c'est la complication de Trump. Ce qu'on a vu aujourd'hui, un moment très important au Vatican, on a vu à côté de Zelensky et de Trump, on a vu le président Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Et ces deux hommes vont être clés dans la capacité à aussi convaincre Donald Trump de rester dans le jeu, de rester dans une coopération avec... C'est pas facile de le convaincre. Et ce sera pas facile. Mais et le Britannique et le président français ont des rôles assez intéressants et différents à jouer. Le président Macron a une force ici, c'est que c'est le seul, avec le président Zelensky, qui est là depuis le début. C'est que le président Zelensky a vu déferler d'autres chefs d'État, bien sûr. X Premier ministre britannique, là je les compte même plus. 3, Keir Starmer, c'est son 4e. Il a vu 2 présidents américains. Le président Macron est là depuis le début. Les Britanniques ont toujours été là. Participé. Comment? Les Britanniques étaient là. C'est pas les mêmes, mais ils sont là. Non, c'est pas les mêmes. Mais les Britanniques. Parce qu'à cause de l'importance de l'Institut Parsonnet dans ces négociations, eh bien, la présence de Macron est quand même très importante, parce qu'il fait un vrai soutien à l'Ukraine, mais il a aussi une très bonne relation personnelle avec Donald Trump, meilleure que celle de Keir Starmer. Est-ce que ce projet pourrait aboutir, justement, puisqu'on parlait des Britanniques? Voici ce que dit Keir Starmer à ce sujet. Des discussions sont en cours et c'est bien sûr Donald Trump, il a répété à plusieurs reprises qu'il nous soutiendrait, et j'ai clairement indiqué que c'était un élément important de notre action. Donc potentiellement, ça pourrait finir par voir le jour. Mais oui, enfin, je ne sais pas si vous avez l'impression, Samantha, qu'il s'avance un peu trop, Keir Starmer. Alors, il y a beaucoup d'informations contradictoires qui sortent de Londres. Je ne sais pas si nous allons les évoquer plus tard ce soir, notamment cet article dans le Times qui dirait que les Anglais seraient en train de rétropédaler. Si, on va y venir tout de suite. Voilà. Et oui. Donc, justement, de quoi s'agit-il? Vous avez raison. Certaines sources en Grande-Bretagne évoquent le fait que la Grande-Bretagne pourrait reconsidérer son engagement dans cette potentielle coalition des volontaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aller vers moins de soldats que ce qui était prévu. Ou pas. Pourquoi? Pas de soldats du tout. Par souci de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a ce risque de confrontation avec les forces russes qui commencent à faire peur à tout le monde. Donc voici ce que dit une source anonyme au Times.
Times, les risques sont trop élevés et les forces sont inadéquates pour une telle mission. Le Royaume-Uni a toujours pensé cela. C'est la France, voilà, Cocorico, qui souhaite une approche plus musclée. C'est vache, Il parle même de se contenter d'actions de formation telles que ça pour les a été Britanniques, fait que ça serait des instructeurs sur le terrain. Alors maintenant, si le Royaume-Uni ne participe pas, c'est la fin de tout. Ça n'est pas le seul pays qui hésite. D'autres ont commencé à avoir des Ça a été démenti par une autre source au Times. Après que l'article soit apparu, une source du gouvernement, du cabinet des ministres, je ne sais pas lequel, et on ne le dit pas, a démenti qu'il y avait une espèce de rétro. Évidemment. Il faut savoir qu'il y a un contexte très important au Royaume-Uni cette semaine. Ça peut aussi expliquer les messages contradictoires qui vont sortir de Londres dans ces prochains jours. C'est qu'il y a des élections municipales très importantes dans lesquelles le parti de Nigel Farage est en train de monter et avec un risque de basculement parce que les conservateurs sont complètement finis. Et donc, c'est très compliqué pour Keir Starmer de gérer à la fois les tensions internes et les tensions internationales. Mais ils sont engagés à côté de l'Ukraine. Le gouvernement de Starmer... Non, mais ça, oui, on le sait depuis le début. Mais quand même, Gallagher Fenwick, est-ce que ces craintes, parce qu'on les a quand même rarement entendues exprimer, elles commencent à s'exprimer, les craintes d'une confrontation directe avec les forces russes, comment vous analysez ? C'est un peu le principe d'un conflit, d'ailleurs. Oui, mais là, on parle de force d'une maintien de paix. Donc c'est ça le problème. C'est pas le maintien de paix. C'est de la réassurance. Oui, enfin là encore, vous allez... Comment on va appeler ces forces ? De réassurance, mais elles sont côté ukrainienne si elles sont déployées. C'est ça que ça veut dire. Attention. Mais elles sont bien là pour maintenir la paix, Général Richoux. Enfin, elles seront là. Non, comment non ? Elles sont là pour Attendez, là je ne comprends plus. Non, des garanties de sécurité à l'Ukraine. Les forces de maintien de la paix, c'est pas ça. Elles sont neutres. Là, c'est pour établir des vraies garanties de sécurité à l'Ukraine. Les forces américaines en Corée du Sud sont pas neutres. Elles sont aux côtés des Sud-Coréens. C'est pour ça. Donc vous voulez dire qu'à la différence de ce qui se passe en Corée du Sud, les forces que nous déploierions sur le terrain en Ukraine seraient neutre. Non, c'est le contraire. Non. C'est le contraire. C'est la raison. C'est la même chose que les forces américaines en Corée du Sud. C'est ça. Bon, en tout cas, de toute façon, elles sont adossées aux forces ukrainiennes. Typiquement, et elles ne sont pas des forces neutres et de maintien de la paix. Et de toute façon, ça n'est pas accepté par la partie russe. Aussi. Je ne pense pas me tromper en disant cela. Gallagher, reprenez. Plusieurs choses. Effectivement, il faut éviter une finule bis parce qu'on a vu ce que ça a donné quand. Finule, expliquez-nous en deux mots. La force d'interposition dans le sud Liban qui est censée séparer les belligérants à la frontière israélo-libanaise. Non, parce que leur mandat ne le permet pas. C'est-à-dire que c'est plus des gardes champêtres, plus qu'une véritable force d'interposition. Non, c'est pas question d'être dur. C'est le mandat qui leur a été confié, qui leur permet essentiellement de faire de la surveillance et de l'observation. C'est compliqué cette question. On voit bien qu'on a du mal juste sur les à se mettre d'accord. Plusieurs choses. D'abord que les Britanniques disent que les Français souhaitent une approche plus musclée. C'est vache. Non, c'est pas vache. Si, renvoyer au voisin. Le chemin. Non, c'est souligner le chemin qui a été parcouru. Je suis désolé, mais les Britanniques nous accusaient de l'extrême inverse il n'y a pas si longtemps. Donc c'est peut-être plutôt un compliment. Oui, c'est un compliment. C'est un compliment. Autre chose. Pour le moment, les Français n'ont pas dit ce qu'ils allaient faire. Le démenti dont. Si. Les Français. La Réunion. Je n'ai pas l'impression que ça soit. Moi, j'ai pas l'impression sur la presse britannique. Attendez, tout le monde parle en même temps. Laissons finir Gallagher, qui a du mal à terminer son propos. Gallagher, c'est à vous. Non, juste très rapidement. Le démenti qui a été apporté par le 10 Downing Street, c'est que toutes les options restent sur la table. C'est assez faible comme démenti. C'est vague. L'autre chose, c'est qu'en réalité, derrière tout cela, il y a plusieurs choses. C'est une manière pour les Britanniques de faire pression sur les Américains en disant, si vous sortez de l'équation, nous, on n'est pas sûr d'aller au bout de ce plan. Il y a cet aspect-là. Autre option, c'est les pays dont on n'a pas parlé pour l'instant, les Baltes, qui disent quoi et qui pensent quoi. Attendez, si vous, les Français et les Britanniques, vous envoyez des hommes en Ukraine, est-ce que vous quittez nos pays ? Est-ce que vous amoindrissez vos forces chez nous pour nous protéger et là, ils ne sont pas d'accord du réassurer ils aimeraient que eux, des garanties leur soient tout le monde veut des garanties maintenant. Mais c'est normal. Parce que ce serait forcément des habillés Paul pour habiller Jacques.
Pas nécessairement, pas mécaniquement, mais c'est possible. C'est ce qu'ils craignent et redoutent justement au vu des effectifs et de ce dont nous disposons à la fois humainement et matériellement. Attendez, c'est que ça s'apprête la capacité de la Grande-Bretagne et d'autres pays d'assurer la sécurité du fameux flanc oriental de l'OTAN. C'est cela, Aurélien Duchesne, que craignent les États baltes. Oui, sauf que alors, tout d'abord, j'approuve totalement ce que dit Didier Ladierre. Je pense que c'est une manière de faire pression sur les Américains et ce genre de sortie. Maintenant, sur le fait qu'on déshabillerait Paul pour habiller Jacques. Je rappelle une chose, c'est que nous, Français, nous faisons littéralement sortir d'à peu près toutes les bases qu'il nous restait dans les pays d'Afrique occidentale où on était juste avant. Ça fait quand même des moyens de projection assez conséquents qu'on pourrait réallouer, faire un pivot européen. C'est-à-dire, non, ça reste minimal. Mais pour les pays baltes, par exemple, ça fait des moyens qui sont certes minimes, mais qu'on peut réallouer là-bas. La deuxième chose, c'est quand vous prenez ce qui est dans le contrat opérationnel des armées de 2013, hérité du livre blanc de 2013, nous, on a une hypothèse d'engagement majeur qui est... Alors maintenant, on veut avoir une division à 2 brigades d'ici 2027. Une division à 2 brigades, ça veut dire 6 000 à 12 000 hommes avec les moyens organiques. Je ne donne pas tout le détail. Mais donc une brigade alliée. Voilà. Donc pas tout la dernière chose, c'est que jusqu'ici, les Français, si on déployait donc ces 6 000 à 12 000 hommes, on le ferait évidemment dans un cadre où on ne serait pas tout seul. Mais là où les Britanniques, par exemple, sont les seuls à pouvoir envoyer un volume équivalent de force à les projeter aussi loin, eux ne le feraient pas forcément sans le backstop américain. Nous, Français, on est les seuls, pour l'instant, à avoir dit qu'on serait capable de le faire et qu'on le ferait sans l'aval des Américains. Le sujet était aussi de savoir, en effet, si les Américains pouvaient accepter ou pas d'y aller. En l'occurrence, Donald Trump s'était déjà exprimé sur la question, puisqu'il avait dit que globalement, ce n'était pas nécessaire, les Européens n'avaient pas besoin de l'aide américaine. Écoutez. Si des soldats britanniques sont en Ukraine et qu'ils sont attaqués, vous savez, j'ai toujours trouvé que les Britanniques n'avaient pas besoin de beaucoup d'aide. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'aide si vous regardez leur parcours. Vous vous êtes très bien débrouillés au fil des années. Sauf que Donald Trump n'a pas toujours la même version selon les calendriers et les jours. Voilà, ça c'était ce que vous avez donné le 27 février. Là, on va écouter un son de Donald Trump du 18 février où il dit... C'est pas la même. On l'écoute. Êtes-vous favorable au déploiement de troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine dans le cadre de cet accord de paix? S'ils veulent faire cela, c'est super. J'y suis totalement favorable. S'ils veulent faire cela, je pense que c'est bien. Bon, en tout cas, Ludmila Toteva, on voit bien que c'est le grand sujet, en plus de celui, évidemment, du cessez-le-feu, c'est comment les Européens vont se mettre d'accord et pour quel genre de mission en Ukraine quand il y aura la paix. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que l'Europe est à côté de l'Ukraine et l'Ukraine considère l'Europe comme son allié très important et celui qui va pouvoir vraiment faire peser sur sa capacité à se défendre. Et deuxième chose, c'est que pour les Ukrainiens aussi, quand vous regardez les plans les propositions de Zelensky sur l'accord de cessez-le-feu, il a dit il nous faut les forces américaines et d'autres pays tiers. C'est-à-dire que... Oui, ça c'est un souhait. Ça, c'est un souhait. Pas forcément exaucé. Ça expose quand même une vision de la chose et aussi une vision qui n'est pas fondée sur rien. C'est une réalité que l'Europe aujourd'hui, j'espère que ça ne sera pas le cas dans quelques années, mais elle n'est pas entièrement capable de se protéger elle-même et qu'elle a besoin de l'aval sur pas mal de choses des États-Unis, sauf certains aspects qui étaient évoqués par Aurélien, et ça c'était côté France. Alors il y a une vraie complexité du sujet, d'où l'importance pour Zelensky de savoir parler aussi aux États-Unis d'une manière qu'on puisse avoir et les renseignements dont on a besoin et une sorte de backup des États-Unis, même si ça sera un peu en mode beaucoup plus light, mais quand même beaucoup plus légère. Mais quand même, les États-Unis devraient faire partie de cette décision militaire sur la question. Devrait should ou devrait would? Ouh là là, c'est compliqué la Guillaume. Question diplomatique en plus. C'est une vraie question. En tout cas, on a bien vu que cette thématique enflammait notre plateau, mais au moins une chose est sûre, c'est que ces opérations seraient divisées, auraient lieu, disons, dans 4 domaines. Les domaines seraient le domaine aérien, il s'agirait donc d'une police aérienne.
Le domaine maritime, ça serait des patrouilles maritimes. Domaine terrestre, ça serait des déploiements, mais limités. Et puis également la question d'une reconstruction et du maintien des forces armées ukrainiennes. Général Richoux, est-ce que ça vous semble... Là, vous avez les 3 domaines. Vous avez terre, air, mer, donc on y est, oui, effectivement. Voilà. Mais alors, la patrouille maritime, c'est plutôt les Turcs. Oui, les Turcs se sont dit prêts à participer effectivement à des patrouilles maritimes. Oui, peut-être. Oui, très bien. Et reconstitution de l'armée ukrainienne, ça me paraît absolument essentiel également. Ce sont des bonnes garanties de sécurité, c'est-à-dire de lui permettre de garder un appareil militaire et une posture égale à celle qu'elle a aujourd'hui et non pas à obéir à ce que exige Moscou, qui voudrait une armée réduite avec des capacités réduites, 200 chars, je crois, enfin des trucs absolument. Je le rappelle, a été refusé a priori par les Américains. Oui, mais bien sûr. Il semblerait que oui. Pour le reste, on est dans la réassurance là, c'est-à-dire c'est le projet français. Donc, mais le projet français, c'est toujours pareil. La France, elle va pouvoir mettre, au maximum une petite brigade, petite brigade. Bon, on va pas y aller tout seul quand même, Général Richoux. C'est justement l'objet de ma remarque, c'est-à-dire que on ira déjà. Je pense que si les Britanniques n'y vont pas pour une raison ou pour une autre, politique intérieure ou autre, eh bien le projet est mort déjà. Ah, d'accord. Moi, ça, je pense qu'il est mort. Ce sont les deux premières armées d'Europe. Si ces 2 armées d'Europe ne montrent pas l'exemple, il n'y aura aucune capacité d'entraînement sur le reste. Ça me paraît absolument impossible. Moi, je pense que si on veut une force de réassurance correcte, il faut 25 000 hommes là. Donc il faut trouver. Et une brigade, on a 400 000 Français. 400 000, allez, il y en a, en étirant, il y en a 10 000. Allez, maintenant, d'où viennent les 25 000 Nous, la France, on donnerait 10 000. Non, avec les Britanniques. 2 brigades, ça fait à peu près 5 000 hommes. Voilà, c'est 8-10 000 hommes selon la taille de la brigade. Bon, mais, parce que c'est des petites brigades en général. Mais après, il vous manque encore 15 000 hommes. Voilà. Donc ma question, c'est d'où viennent-ils ? On a compris. Il y a beaucoup de discussions au Royaume-Uni en ce moment aussi sur le fait de protéger le ciel ukrainien. Et si les Britanniques finissent par être réticents sur une présence terrestre, je pense que faire quelque chose dans un contexte de protéger le ciel ukrainien, si je devais me mouiller, je dirais ce serait ça qui serait une des choses qui se fera du côté britannique, qui pourrait là aussi apporter un soutien aussi, une protection aux éventuelles autres troupes européennes qui seraient sur le sol ukrainien.